sur Monaco Info. Je suis ravie de débuter cette semaine en votre compagnie et un peu plus tard en la compagnie de Frédéric Hélion. Mais sans plus tarder, les titres de votre journal. Le ballet Lac a été présenté à Gênes par Jean-Christophe Maillot et ses danseurs. Un nouveau jeu au parc Princesse Antoinette, illustration de la politique monégasque menée en faveur des personnes à mobilité réduite. Une exposition colorée et pleine de vie au Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Pour ouvrir ce journal de la danse du 2 au 5 mars à Gênes, les ballets de Monte-Carlo ont joué Lac, une pièce de Jean-Christophe Maillot. José Sacré et Serge Prémont se sont rendus au théâtre Carlo Felice. Leur reportage. Après s'être produit il y a quelques années au terme de Caracalla, plus récemment pendant un mois à l'Opéra de Turin, les ballets de Monte-Carlo étaient de retour en Italie du 2 au 5 mars à Gênes, au magnifique Teatro Carlo Felice. Le Teatro Carlo Felice, qui avec un orchestre permanent de 70 musiciens, présente une riche saison de concerts symphoniques, une saison d'opéra et cette année 4 spectacles de ballet, parmi lesquels Lac de Jean-Christophe Maillot. Guardi, le potrei dire che perché conosco il balletto di Monte Carlo. Je pourrais vous dire que je connais les ballets de Monte Carlo depuis très très longtemps, que j'adore la danse, que j'aime beaucoup Jean-Christophe Maillot. La vérité, c'est que je connais les qualités de la compagnie des ballets de Monte Carlo. La qualité technique des danseurs est extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour la pureté du travail, pour le talent de Jean-Christophe Maillot, qui réussit très souvent, comme avec La Belle que j'ai vue récemment, à donner une interprétation moderne des grands ballets classiques. La Belle a dare un'interpretazione moderna anche del classico. Ici, au Carlo Felice, nous essayons de développer et de promouvoir la planète danse en invitant des grandes compagnies anglaises, américaines, françaises, etc. Dans ce cas, nous avons souhaité inviter une compagnie voisine de grande qualité. Une œuvre comme Lac, que présentent ici les ballets de Monte Carlo, correspond tout à fait à ce que nous sommes en train d'essayer de faire, à savoir élargir, rajeunir notre public. En même temps, comme vous le savez, en matière artistique, les rapports personnels sont aussi très importants. Nous voudrions construire une relation sur la durée entre notre théâtre, le Carlo Felice de Gênes, et Monaco, à l'image des liens historiques qui existent depuis très longtemps entre Gênes et la principauté de Monaco. Près de 6000 spectateurs ont assisté aux 4 représentations de Lac données par les ballets de Monte Carlo au théâtre Carlo Felice de Gênes. 4 représentations données non pas, comme c'est souvent le cas en tournée, avec un accompagnement musical enregistré, mais avec la musique de Tchaïkovski jouée en direct par l'orchestre symphonique du Teatro Carlo Felice de Gênes. Je crois que le public ne se rend pas assez compte de la difficulté de diriger un orchestre en même temps que dans un spectacle de ballet. C'est autre chose que de l'opéra, c'est évidemment rien à voir avec le symphonique. C'est très difficile, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de chefs qui se livrent à cet exercice difficile. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant quand on est en Russie, par exemple, si on fait un classement des chefs, le métier le plus difficile est celui de chef de ballet, puis après chef d'opéra, et le plus facile, c'est le chef d'orchestre symphonique. En France, en Europe, les choses sont un petit peu inversées, on laisse... Voilà, c'est mal vu éventuellement même d'être chef de ballet, alors qu'effectivement la difficulté est grande puisque contrairement à l'opéra où l'orchestre peut vous récupérer puisqu'il entend les chanteurs, là l'orchestre ne voit pas les gestes, ne voit pas les différents castes de danseurs, la plus ou moins rapidité ou la petit oubli, et donc tout repose sur les épaules du chef, et ce qui en fait à la fois une grande difficulté, mais à la fois aussi un grand plaisir, parce que voilà, on fait partie du spectacle, une vraie cheville ouvrière.
Là ce soir, c'était le premier lac de la saison. J'avais 8-10 nouveaux danseurs sur scène qui découvraient le spectacle pour la première fois, les costumes, la lumière. C'est ce petit miracle permanent qui fait que on ne s'ennuie pas, parce qu'on pourrait se dire que c'est un spectacle qu'on tourne depuis longtemps et donc finalement on tournerait un peu en rond. Mais le fait qu'à chaque fois comme ça des nouveaux danseurs arrivent, découvrent, il y a une excitation à la fois pour les anciens qui transmettent, et là même exceptionnel, ça m'est jamais arrivé, on avait 2 danseurs blessés. Et j'ai fait appel à un ancien danseur des ballets de Monte-Carlo qui est aujourd'hui un des danseurs principaux de la Scala de Milan, qui est Gabriel Corrado, qui était libre et qui nous rend le service de venir danser avec nous sur scène. Donc ça montre bien aussi que tous ces danseurs qui passent à Monte-Carlo, je me suis rendu compte l'autre jour, j'avais travaillé avec plus de 800 danseurs à Monte-Carlo depuis 25 ans. Ces danseurs qui sont disséminés dans le monde entier et qui finalement porte un peu de l'héritage de ce qu'on a fait, et quand on peut en avoir besoin, vous voyez, on peut appeler Monte-Carlo, on peut appeler New York, on peut appeler Milan et trouver des danseurs qui viennent partager avec nous comme ça ces spectacles. Et finalement, quand on est en Italie, quoi de mieux que d'avoir un danseur de la Scala de Milan qui vient danser avec nous. Nous retrouverons la compagnie des ballets de Monte-Carlo à Monaco en avril prochain au Grimaldi Forum dans 2 créations, l'une de Marie Chouinard, l'autre de Natalia Orwagna. Direction à présent le parc Princesse Antoinette, où une balançoire destinée aux enfants à mobilité réduite a été présentée officiellement. Un sujet de Sandrine Nègre. Elle est une belle illustration de la politique menée en principauté en faveur des personnes et plus particulièrement des tout jeunes. Située à quelques pas de l'entrée du parc Princesse Antoinette, côté boulevard du Jardin Exotique, cette balançoire peut accueillir des enfants mesurant jusqu'à 1,55 m. Ça faisait quelques temps qu'on souhaitait développer un projet avec la mairie de Monaco. Bon, bien sûr, il fallait que ça rentre dans notre objectif et que ça concerne les enfants. Et c'est vrai qu'avec M. Pastor, on a commencé à discuter. Puis est venue l'idée de cette fameuse balançoire pour les enfants handicapés en difficulté, et qui peut aussi servir pour tous les enfants. Et c'est vrai que l'histoire a démarré comme ça. Et puis c'est vraiment super de voir le résultat. Cette balançoire a pu être achetée grâce aux fonds récoltés par la No Finish Line, qui a lieu chaque année au mois de novembre. Donc ça fait partie des vingtaines de projets que nous soutenons. Mais on espère que ce sera le début d'une nouvelle collaboration avec la mairie pour d'autres projets liés aux enfants. Un nouvel élément qui fait donc partie des jeux proposés au jeune public sur le sol du parc, gérés par les équipes de la mairie. Nous avons dans les établissements publics, nous avons les nouveaux établissements publics où évidemment toutes les structures pour les personnes à mobilité réduite sont prévues. En revanche, sur les anciennes structures, comme le parc Princesse Antoinette, aujourd'hui, il est très difficile d'accès, rien n'était prévu, etc. Donc aujourd'hui, nous, on est très contents que l'association Children Future nous ait offert cette balançoire. Et ça nous permet, ça nous fait aussi la promotion de l'adaptation de ces anciens sites pour les personnes avec du matériel, pour les personnes à mobilité réduite. Et parmi les lieux qui bénéficient d'accès destinés aux personnes à mobilité réduite figurent aussi bien sûr la mairie de Monaco et les piscines municipales. Le cimetière sera très prochainement équipé, des initiatives qui sont très largement soutenues par le gouvernement princier. Nous sommes fiers de pouvoir dire que Monaco est un pays qui est à la pointe des avancées pour les personnes handicapées. Et il y a eu la loi cadre de 2014 qui est une des plus avancées d'Europe, avec des aides financières, avec les aides à l'insertion professionnelle, avec le statut de l'aidant pour les parents notamment qui s'occupent d'enfants handicapés. Il y a eu depuis des années la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la voirie, des transports en commun, des autobus. Nous avons aussi désormais 2 petits bus qu'on appelle Mobibus qui transportent gratuitement toutes les personnes handicapées de leur domicile à n'importe quel lieu de la principauté et des communes françaises environnantes et qui les ramènent ensuite à la maison. Nous avons aménagé 30 appartements depuis quelques années dans les domaines pour les personnes handicapées, donc des appartements adaptés pour elles. Et puis il y a eu la loi tout récemment de décembre 2016 sur l'accessibilité du cadre bâti. Donc nous avons désormais
l'obligation pour tous les bâtiments publics dans leur partie accessible au public de les rendre donc, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les immeubles désormais qui vont se construire à Monaco devront obligatoirement avoir les parties communes accessibles et tous les immeubles anciens qui vont effectuer des travaux devront mettre les parties communes en accessibilité. Donc voilà, cet ensemble de mesures, tous ces dispositifs font que Monaco est un État effectivement modèle en matière de politique en faveur des personnes handicapées. Des aménagements un peu partout sur le territoire monégasque qui favorisent l'accessibilité de la ville, également aux personnes par exemple accidentées en béquille ou en fauteuil roulant, aux parents accompagnés de leurs enfants en poussette ou encore à de nombreuses personnes âgées. Pour elle, l'art est vital, ses œuvres colorées respirent la vie. L'artiste Alexandra Otieva expose jusqu'au 10 mars à la Yapp sur le quai Antoine Ier. Reportage. Une vingtaine d'œuvres se mêlent dans un tourbillon de couleurs et de pensées. L'artiste se plaît à dire que nous devenons ce que nous croyons être. Depuis sa plus tendre enfance, Alexandra Otieva chérit le rêve d'être artiste. Sentir la vie et retranscrire son subconscient et ses sentiments sur la toile tout en l'imaginant, tel est le chemin choisi par l'artiste à travers la douceur de l'aquarelle. J'utilise un aquarelle sur le papier mouillé, qui est une technique très rare et très complexe. Voilà, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent pour cette raison, parce qu'on n'a pas droit pour faire une erreur. Parce que comme je travaille sur le papier 100% coton, ça absorbe tout de suite. C'est pas comme l'huile, on peut peindre pendant des années. Et on n'a pas le droit de s'arrêter, même pour un café. Ça veut dire pendant quelques heures, 5-6 heures debout, je dois finir le tableau. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de... Parce que l'aquarelle, c'est la dame très capricieuse. Ses sources d'inspiration sont la nature, les gens, les voyages ou encore la musique. Le blanc et le noir sont deux couleurs bannies de ses œuvres, l'artiste ne les utilisant pas pour une raison bien précise. Comme dans la nature, ça n'existe pas le blanc et noir, dans mes aquarelles, je n'utilise pas non plus. C'est-à-dire, quand vous voyez mes paysages de l'hiver, de la neige, c'est que le mélange de toutes les couleurs. Des œuvres qui transpirent la vie et qui ont également donné naissance à une collection limitée de foulards en soie de très grande qualité. L'exposition refermera ses portes le 10 mars prochain à la Yapp. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté, le jeune prodigue Mikhail Petrov donnera un concert le mercredi 8 mars au Théâtre des Variétés, accompagné au piano par Alexander Ullmann. Ce récital de violoncelle débutera à 20 h. Et puis je vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite pour les étudiants. Depuis quelques années maintenant, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le Centre de Gérontologie de Monaco ont noué des liens en proposant des extraits de concerts de l'orchestre aux pensionnaires du centre. Et dans le cadre du concert de l'amitié qui a été donné ce lundi au Centre Régnier 3, les membres du Zonta Club ont remis des bouquets de fleurs aux résidentes dans le cadre de la Journée de la Femme qui aura lieu le 8 mars prochain. Comme tous les ans, le pavillon Bozzuo a ouvert ses portes au public. Dessins, installations, vidéos, volumes, projets collectifs, projets scénographiques ont ainsi été présentés tout au long de la journée samedi. Les enseignants et les étudiants ont accueilli et renseigné les futurs candidats. Le mauvais temps va-t-il se poursuivre tout au long de la semaine? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la météo. Mardi, du soleil et quelques nuages, le vent sera encore irrégulier et soufflera assez fort le matin. Les températures seront quant à elles clémentes. À compter de mercredi, le beau temps sera enfin parmi nous. Ciel bleu et climat déjà printanier, des températures supérieures au normal jeudi avec 18 degrés affichés au thermomètre. Ce week-end, le soleil sera plus timide que les jours précédents, et notamment samedi. Comme promis, en début de journal, retrouvez tout de suite Frédéric Elion pour votre journal des sports. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. À bientôt.